Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue donc à la Bibliothèque municipale de Lyon pour cette conférence qui est organisée à la fois dans le cadre de la Semaine du Cerveau, qui est un événement national dont la bibliothèque est partenaire depuis de nombreuses années, et puis aussi dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Pensée critique et qui, cette année, est autour des émotions. Donc ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mustapha Bensafi, qui est directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Donc vous vous attachez dans vos recherches à comprendre notamment comment fonctionne l'odorat, si j'ai bien compris. Et ce soir, donc, vous allez nous parler de ce sens qui est méconnu assez, et plus particulièrement, vous allez nous montrer comment l'odorat est intimement lié à nos émotions. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste vous donner un petit mot sur le déroulé de la soirée. Donc votre intervention dure à peu près 1 heure. Et puis donc à l'issue de celle-ci, donc nous aurons un petit temps d'échange d'environ une vingtaine de minutes où nous pourrons donc vous pourrez donc poser vos questions. Donc je laisse la parole sans plus tarder à Mustapha. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Donc je suis Mustapha Bensafi, je travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. C'est un centre qui compte environ 400 membres, même beaucoup plus, 450. Donc c'est un des gros centres de neurosciences en France. Il y a une vingtaine d'équipes. Alors une équipe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chercheuses, des chercheurs, des professeurs d'université avec des jeunes chercheurs qu'on dit post-doc, des doctorants, des étudiants en licence, en master. Et donc une vingtaine d'équipes. Et nous, dans notre équipe, voilà, on est environ 20. Donc vous faites la multiplication. Ça vous fait des équipes entre 10 et 30 personnes. Et dans notre équipe, on s'intéresse à la perception olfactive. Alors, la perception olfactive, on a plusieurs questions qu'on va se poser. C'est par exemple comment une molécule odorante qu'il y a dans l'environnement va venir interagir avec des petits récepteurs qu'il y a dans notre cavité nasale. Et ces petits récepteurs sont situés sur des neurones, en fait. Donc, on a des neurones dans le nez. On n'en a pas que dans le cerveau. Et ces neurones, ils vont porter ces récepteurs. Et quand la molécule odorante, elle va s'accrocher sur ces récepteurs, bien, cette information chimique, donc la molécule odorante, ça relève de la chimie, elle va être transformée, donc cette information chimique, en une information électrique. Et le cerveau, ben, c'est ça, les signaux qu'il comprend, c'est des petites impulsions électriques. Et chaque molécule odorante qu'il y a dans notre environnement va interagir avec un ou une combinaison de récepteurs bien particuliers qui vont faire que à chaque molécule, on aura un signal électrique bien spécifique. Et ce signal électrique, il va se propager dans le cerveau. Et donc, à l'extérieur, on parle de molécules odorantes, et dans le cerveau, on parle d'odeur. Donc une odeur, c'est ce que votre cerveau va recréer sur la base de cette information chimique. C'est à peu près le vocabulaire que je vais essayer de tenir pendant toute la conférence. Molécule odorante, c'est la physico-chimie, et l'odeur, c'est la perception. Alors, dans le titre, il y a 2 concepts. Le premier, c'est un sens émotionnel caché. Alors, pourquoi un sens émotionnel caché? Parce que la perception olfactive, elle est reliée, en fait, avec nos émotions, au moins à 2 niveaux. Si vous prenez une odeur, vous la sentez, une molécule odorante, vous la sentez, puis vous allez avoir une odeur. Et cette odeur, assez souvent, le premier qualificatif qui vient à l'esprit, c'est c'est bon, berk, c'est pas bon, c'est dégoûtant. Donc on a une description qu'on qualifie d'hédonique, un caractère agréable, désagréable, de l'odeur, qui va venir de manière assez spontanée et immédiate. Donc déjà, juste avec les descriptions que les gens font des odeurs, on peut déjà voir ce lien entre l'odeur et l'émotion. Le deuxième niveau, c'est si vous m'accompagnez au laboratoire, et puis on va faire ensemble une étude où on va regarder ce qui se passe dans votre cerveau quand vous sentez des parfums ou des odeurs plutôt déplaisantes. Eh bien,
quand je vais scanner votre cerveau pendant que vous êtes en train de sentir les odeurs, je vais voir des activations neurales au niveau des régions vraiment dédiées à l'odorat, mais beaucoup d'activations dans les régions qui sont impliquées dans les émotions. Et il y a même des régions qu'on qualifie d'émotionnelles, qui sont également des régions olfactives. C'est très rare dans le cerveau, avoir des régions qui sont impliquées dans un traitement sensoriel donné, mais qui ont également une autre fonction. Donc, par exemple, l'amygdale, c'est une région qui est située dans les lobes temporaux. Ce n'est pas les amygdales, c'est dans le cerveau. Et cette région, eh bien, elle a plusieurs noyaux. Et on a des noyaux qui sont impliqués dans les émotions, puis on a des noyaux qui sont impliqués vraiment dans le traitement de l'odeur. Alors, ça, c'était pour un sens émotionnel. Maintenant, pourquoi caché? Eh bien, caché parce que, des fois, il n'est pas caché, mais assez souvent, tous ces processus affectifs en olfaction, ils vont avoir lieu à des niveaux de conscience, à des niveaux de traitement qui n'atteignent pas un niveau de conscience suffisant pour qu'on puisse s'en rendre compte, en fait. Donc, il y a le premier exemple qui peut venir à l'esprit, c'est l'influence des odeurs et des émotions qu'elles vont induire sur nos comportements alimentaires. Quand vous passez, il est midi, vous n'avez pas encore déjeuné, et vous êtes soit au boulot, soit près de chez vous, et puis vous sentez une odeur de pain chaud, par exemple, eh bien là, on va avoir une certaine appétence. Alors, on peut s'en rendre compte, mais on ne fait pas le lien qu'il y a olfaction, émotion, prise alimentaire. Alors que ce lien-là, le cerveau, lui, le fait, et le fait, j'allais dire, pour votre bien, parce que vous avez besoin de consommer certains nutriments, vous avez besoin de vous alimenter, et donc il va aller détecter des signaux dans l'environnement et vous générer un état affectif qui va vous motiver à consommer. À l'inverse, s'il est 14 heures et que vous sentez, je ne sais pas moi, une odeur d'un aliment qu'on est en train de faire frire, un steak frites par exemple, alors que vous avez déjà mangé, ben vous allez peut-être détecter l'odeur, mais vous allez avoir une représentation de gras, de choses qui ne sont pas mangeables maintenant, puisque vous êtes rassasié. Et tout ça, ça se fait à des niveaux de conscience qui peuvent être assez bas. Alors, omniprésent, eh bien, parce que toute cette relation entre l'odeur et l'émotion, c'est quelque chose qui peut vous accompagner pendant toute la journée, pendant tout un mois et pendant toute une vie, en fait. On en parlera tout à l'heure. Alors, je vais présenter je vais donner ma conférence en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques éléments historiques sur la manière dont l'être humain il a interagi avec son environnement olfactif. Et je vais faire ça parce que ce qui est important à retenir, c'est vraiment la dimension émotionnelle, affective et en lien avec le bien-être. Donc on va partir des Grecs, on va passer par les Romains, et puis on va continuer avec la manière dont on percevait notre environnement olfactif au Moyen-Âge et en France, à la Renaissance. Et on va arriver doucement à la deuxième partie sur les bases neuroanatomiques de l'olfaction et son lien avec les émotions, en commençant avec des travaux qui ont eu lieu au XIXe siècle, par des scientifiques et des médecins qui étaient installés à Paris, à la Salpêtrière, et qui commençaient à faire des travaux sur le cerveau. Et il y a des théories qui ont été développées sur l'odorat en expliquant que l'odorat, c'est un sens qui est mineur, qui est amené à disparaître, qui n'est pas très important pour l'être humain. Ce sont des théories en fait, qui ont été reprises également par des évolutionnistes comme Darwin. Et la psychanalyse aussi s'est emparée de ces théories avec Freud, donc on verra un petit peu ça. Et puis ensuite, on essaiera de comprendre comment, en fait, il y a eu un basculement, un switch sur la recherche, sur l'odorat, sur les émotions, au milieu du XXe siècle.
Et puis, au début du XXIe siècle, avec notamment un prix Nobel qui a été attribué à une équipe, à des collègues américains, sur la découverte des récepteurs olfactifs. Voilà. Et puis, je terminerai avec une troisième partie où je développerai, en fait, des travaux qu'on a menés dans notre laboratoire et comment ces travaux, qui sont vraiment de la recherche fondamentale, c'est-à-dire on essaie de comprendre les mécanismes cérébraux, comportementaux qui conduisent à une personne à sentir des odeurs, à avoir des émotions quand on sent des odeurs. Et puis, il y a une autre partie des travaux qui me semble en fait assez intéressant de vous communiquer, c'est la manière dont des fois dans nos laboratoires, on peut observer un phénomène et puis en tirer une méthode ou une innovation. Et donc, dans le cadre des travaux qu'on mène actuellement dans notre équipe, on a quelques exemples que je vous donnerai dans lesquels, en fait, on va essayer de rapprocher, en fait, ce qu'on fait au labo avec des choses qui touchent les gens, la société. Et je pense notamment à toutes les problématiques en lien avec les pertes olfactives durant le Covid, hein, mais il y avait des pertes olfactives avant, vous vous en doutez. Et puis, d'autres projets dont je vous parlerai. Voilà, donc on commence avec la première partie. Alors, la culture des odeurs, c'est quelque chose qui est omniprésent dans beaucoup de cultures. Beaucoup de régions dans le monde, vous allez avoir un rapport avec l'odeur qui est très particulier, parfois mystique, parfois religieux, parfois en lien avec le statut social, parfois en lien avec l'agrément. Et si vous regardez par exemple les Grecs, les Grecs, ils utilisaient l'odeur pour avoir un contact très proche avec les dieux, très très proche. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que chez les Grecs, il y a une notion d'échelle de perfection hédonique, dans la mesure où, en fonction de la valence hédonique de l'odeur, son caractère agréable ou désagréable, eh bien, on va toucher différents types de populations. Par exemple, les dieux, eux, sont caractérisés par leur odeur très agréable. Les mortels, eux, ont une odeur neutre, sauf en cas de maladie. Et ça, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent sur justement l'odeur de la maladie. Est-ce que quand on est malade, on a une odeur? Est-ce que, en fonction de la maladie, l'odeur est spécifique? Et vous vous doutez bien que ces travaux, ils ont un impact intéressant même en santé, en diagnostic, hein, dans la mesure où il y a certaines maladies, mais il y a des chercheuses et des chercheurs qui essaient de comprendre si on ne pourrait pas les diagnostiquer un peu avant, hein, avant qu'elles apparaissent avec des symptômes qu'on connaît, donc avec l'odeur de la personne. C'était une parenthèse que je referme. Et puis, les animaux, eux, sont caractérisés par leur mauvaise odeur. Alors, comment ça se passait pratiquement? Dans des situations où il y avait un sacrifice à faire, par exemple, eh bien, il fallait créer une espèce d'atmosphère olfactive agréable. Et assez souvent, ils utilisaient des plantes aromatiques, des épices, de la viande grillée également, qui était déposée dans des brûle-parfums. En passant, j'aurais pu présenter des choses sur les Égyptiens aussi. Ils ont beaucoup utilisé le parfum et les odeurs pour embaumer les corps. Donc dans la Rome antique, il y a des odeurs qui étaient associées en fait à la beauté, à la pureté, au luxe. Donc là, on a une nouvelle dimension. Une dimension qui exprime l'identité, voire le statut social en fait. C'était un signe de richesse, voilà, d'avoir certaines fragrances par rapport à d'autres. Et ces fragrances, en fait, elles étaient utilisées dans des rituels religieux, dans des cérémonies de mariage et d'autres événements. Alors, un peu plus proche, si on ne va pas loin, en Espagne aussi, en Andalousie,
il y a vous connaissez sans doute les palais de l'Alhambra, mais il y a aussi des palais andalous à Cordoue, c'est des ruines, hein, Medinat al-Zahra par exemple, où il y a des fouilles qui ont été réalisées et qui ont montré que, en fait, le jardin, il était là, pas simplement pour décorer. En fait, c'était un objet, un lieu où les gens passaient énormément de temps. Et il y avait toute une culture de nouvelles fleurs, d'épices qui valaient parfois extrêmement cher, comme le safran. Et c'était vraiment le premier signe, c'était la beauté. On dit même que dans ces jardins, les rois, entre eux, ils se comparaient pas comment dire, à la tonne d'or qu'ils avaient dans leur palais, mais plutôt aux essences que eux avaient et que d'autres n'avaient pas. Voilà. Donc c'était vraiment une culture de l'odeur et du parfum qui était en quelque sorte également, en anglais on dit show off, je ne sais pas comment, se montrer en fait, hein, vraiment se montrer, se mettre en avant avec l'odeur, via la culture qu'ils pouvaient faire dans ces jardins. Alors, maintenant on arrive en France. Alors en France, dans d'autres pays également, mais on va être un peu chauvin, la parfumerie c'est en France, il y a une particularité pour les parfums qui étaient créés au XVIe et au XVIIe siècle. Ces parfums, aujourd'hui, si je vous en fais sentir quelques-uns, vous allez les sentir extrêmement forts, voire peut-être répugnants. Alors, sous certains aspects, ils sont agréables, mais c'est des parfums qui cognaient. Ça sentait très très fort. Et pourquoi? Eh bien parce que les constituants, les principaux constituants, c'était des matières animales. Donc le musc, la civette, l'ambre marine, et ils étaient vraiment essentiellement constitués de ces notes-là, qui sont des notes qu'aujourd'hui on utilise en parfumerie, mais de manière extrêmement réduite. Et puis c'est plus fonctionnel, c'est pour que le parfum il dure dans le temps. Voilà. À l'époque, c'était vraiment, on les utilisait pour leurs notes olfactives. Et le problème, c'est que c'est des produits animaux, c'est rare. Au fur et à mesure, ça coûte cher. Et puis, les parfumeurs ont dû changer de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire essayer de trouver d'autres matières premières. Et donc, ils se sont tournés vers les fruits et les fleurs. Et donc, les parfums, en termes de préférence, on est passé de notes très animales à des notes plutôt florales ou fruitées. Et comme cette matière première, il fallait développer des vergers, développer des cultures de fleurs, eh bien, même les paysages olfactifs ont été modifiés. Et il fallait beaucoup de jardins pour produire des plantes nécessaires à ces parfums. Et ça a conduit au développement de certaines villes ou communes qu'on connaît dans le sud de la France. Alors en France, on avait aussi un autre problème. C'est qu'il y avait des odeurs, mais pas qu'agréables, très désagréables dans les villes en fait. Pourquoi? Parce que dans la ville, il y avait une pollution qui était d'origine animale. Et cette pollution, elle était liée au fait qu'il y a beaucoup de professions, de métiers qui étaient installés en ville, au centre-ville. Je pense aux bouchers, aux gantiers, aux peintres. Alors il y avait les tanneurs, par exemple, qui, eux, utilisaient beaucoup de substances animales, voire végétales. Ça leur permettait d'accélérer la putréfaction et la fermentation des fibres qu'ils utilisent. Donc on les éloigne des villes. On va les éloigner. Alors, attendez, je regarde juste le slide d'après. En fait, il me manque un slide, mais c'est pas grave. Donc, on les éloigne des villes. Et puis ça a conduit au développement de certaines professions bien particulières. Aujourd'hui, on dit gantier, parfumeur.
Donc en fait, les gantiers, ça sentait pas bon, puis il fallait ajouter du parfum. Donc je connais pas exactement la chronologie avec laquelle ce métier de gantier parfumeur s'est développé, mais il y a une relation très forte. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait à la même époque ou un peu plus tard en termes scientifiques? Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étude scientifique de l'olfaction, elle est assez ancienne, hein, on peut remonter à beaucoup plus loin, mais là, moi, je l'ai débuté à Paris, à la Salpêtrière, avec un monsieur qui s'appelle Paul Broca. Est-ce que Paul Broca, ça vous dit quelque chose? Donnez-moi un mot-clé, allez-y. Voilà, merci. Donc Paul Broca, c'est le chercheur ou le médecin qui a découvert l'ère de la production du langage. Il avait un patient qui s'appelait Monsieur Leborgne, et ce patient, en fait, il savait dire qu'une seule consonne, c'était temps, 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 temps. Et donc on l'appelait même Monsieur Temps. Et Broca, je crois qu'il était l'élève de Charcot, à l'époque, ils se sont lancés dans une démarche scientifique qui était assez nouvelle. C'était de noter tous les symptômes des patients et puis d'attendre. On attend la mort du patient. Et puis quand le patient meurt, on lui ouvre la tête et on va regarder dans le cerveau s'il y a quelque chose qui ne va pas en termes de substrat anatomique. Et c'est comme ça que Paul Broca, il a fait la relation entre le symptôme qu'il observait et la petite aire cérébrale où il y avait une lésion. Voilà. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait beaucoup d'autres choses très intéressantes. Et notamment, il a écrit un article. Pour ceux que ça intéresse, c'est gratuit sur le site de la BNF Gallica, ou Gallissa. Donc, comment on dit? K, on dit? Ouais, ok. Donc vous le trouverez, voilà, il est en... Alors, je vous le dis tout de suite, un article aujourd'hui, un scientifique, quand on écrit un article, c'est entre 5 et 15 pages. Voilà. Lui, c'est un article de 100 pages, en fait. Aujourd'hui, on dirait que c'est un bouquin. Voilà. Alors, il a pris plein de cerveaux de différentes espèces. Et puis, il s'est posé une question, c'est est-ce que je suis capable de faire des groupes dans ces cerveaux? Et si oui, à partir de quel indice? Et puis, en les regardant, il s'est dit, ah, mais on dirait que la zone dédiée à l'odorat, ça peut être un bon indice qui peut différencier les espèces. Puis, il a creusé. Puis, en fait, il s'est rendu compte que la très grande majorité des mammifères, vous pouvez les mettre dans une catégorie. C'est là où l'odorat, la zone dédiée à l'odorat, elle est plutôt grande par rapport au reste du cerveau. Et puis, il appelle ça les osmatiques, hein, où le sens de l'olfaction, il joue vraiment un rôle prépondérant dans la vie de l'individu. Je vais dire autrement ce que Broca n'a pas dit. Tous les individus de ces espèces, vous ne pouvez pas trouver dans la nature un de ces individus qui serait anosmique, qui n'aurait pas d'odorat. Parce que sans odorat, il ne peut pas vivre, en fait. Voilà. Alors ensuite, il a une deuxième catégorie, et là, c'est vraiment pas beaucoup d'espèces. Quelques cétacés, quelques amphibiens, et puis les primates, dont l'homme. Et là, il dit, il n'y a pas de système olfactif, ou très peu, ou vraiment en petite quantité, par rapport au reste du cerveau. Et il dit une chose intéressante, il va dire, ça coïncide, cette atrophie de l'odorat, avec un développement excessif du lobe frontal. Le lobe frontal, c'est le siège de l'intelligence pour Paul Broca. Et donc, comprenez que le système olfactif, ce n'est pas l'intelligence, quoi. Voilà. Donc, ces deux catégories, il appelle ça les osmatiques ou les anosmatiques. Et puis, Darwin et Freud, ils vont en quelque sorte un peu appuyer cette thèse en expliquant que le sens de l'odorat, il est d'une utilité extrêmement faible ou que c'est un sens qui est complètement inhibé, refoulé. Alors,
la recherche elle a évolué. Il y a 3 temps, je vais commencer avec un grand chercheur français qui s'appelle Jacques Lemanien, qui était directeur de recherche au CNRS, au Collège de France, et qui a été le fondateur et le premier président de l'association de tous les labos européens qui travaillaient sur l'olfaction. Donc il l'a fondé en 1970, et puis un de ses élèves, Patrick MacLeod, a pris la suite, et dans ce même courant, on peut citer un grand scientifique lyonnais qui s'appelle André Hollet, qui également a apporté une contribution extrêmement grande à la compréhension des processus olfactifs. Alors, ça, très bien, c'était en France, avec un rayonnement également à l'international. Et puis à l'international, en 2004, Richard Axel et Linda Buck ont eu le prix Nobel de physiologie et de médecine. Donc là, la lumière, elle est mise sur une discipline. C'est une discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon laboratoire, le fait qu'il y a ce prix Nobel, si j'envoie une demande de financement, l'olfaction est un peu plus reconnue, donc on ne va pas, on va dire, avoir cette appréhension de la personne qui va évaluer mon projet en se disant « ouais, l'olfaction, c'est pas important ». Ou, déjà, on monte d'un cran. Et puis, comme il y a beaucoup de choses à explorer, à comprendre, eh bien, on commence à attirer beaucoup d'étudiants. Et donc, nos labos se remplissent. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment la lumière qui est mise sur une communauté scientifique. Et puis, en 2020, est venu le Covid. Et là, j'ai juste fait une recherche. Vous connaissez Google Trends? C'est les tendances Google. Vous tapez un mot et puis vous regardez comment il a été recherché pendant les dernières semaines ou mois ou années. Donc là, j'ai juste tapé perte odorat. Puis vous voyez que ça suit les différentes vagues de Covid. Voilà. Donc là, c'est vraiment la lumière qui est mise sur un sens vers le grand public, en fait. C'est le grand public qui prend conscience que l'odorat, c'est important. Qui a perdu l'odorat pendant le Covid? Pas grand monde, un petit peu. Ouais. Donc c'est vrai que si on a d'autres symptômes qui sont beaucoup plus graves, c'est pas très important. Mais quand on a que ça et que ça dure un peu longtemps, que l'alimentation, ça a un goût de papier, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien du tout, on commence quand même un peu à s'inquiéter et être un peu dégoûté. Donc voilà. Et puis ces 2 tournants, ils ont permis aujourd'hui vraiment de mettre en place des projets très intéressants, et notamment dans notre équipe, dont je vais vous parler. Et ces projets, en fait, ils soulèvent plusieurs enjeux. Des enjeux d'ordre scientifique, mais comme je vous le disais tout à l'heure, également des enjeux économiques, sociétaux. Alors, en termes scientifiques, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? On cherche à comprendre comment les odeurs et leur valence hédonique sont traitées dans le cerveau humain. Et ça, ce n'est pas un phénomène qui est simple, c'est extrêmement complexe. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, je vous donnerai quelques résultats. C'est complexe parce que la première des choses, c'est qu'on ne sait pas pourquoi une odeur est florale ou fruitée. On pourrait chercher un indice dans la molécule odorante, parce qu'il y a la présence de certains atomes ou certains groupes fonctionnels, mais en fait, on ne sait pas faire ça. Il y a vraiment beaucoup de chercheurs, et ce n'est même pas des chercheurs en olfaction aujourd'hui, c'est des gens qui font de l'intelligence artificielle, qui créent des bases de données avec beaucoup de molécules odorantes pour essayer de comprendre ce lien entre la chimie et la perception. Alors, je vous parle de ça parce que ça peut paraître un peu, on va dire, solitaire, mais non. On s'y est intéressé en audition. Et on a constaté que quand on bougeait la fréquence d'un son, on entendait plus ou moins aigu. Pour la vision des couleurs, si on change la longueur d'onde, eh bien, on va avoir des couleurs différentes. En odorat, on ne sait pas faire. Et puis, on en sait encore moins sur le traitement cortical. Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait que c'est un sens
très plastique. Plastique, ça veut dire qu'il peut bouger chez un même individu du matin au soir ou avant manger, après manger. On verra qu'on peut également s'intéresser à une échelle sur 30 jours. Le cycle menstruel chez la femme, eh bien, il module la perception olfactive. On peut monter à une année à peu près, puisque la gestation, quand la femme enceinte, on va dire, en est à son 3e mois de grossesse, eh bien, les 3 premiers mois et les mois qui suivront, elle n'aura pas le même odorat. Je vous parlerai de ça aussi. Donc, toute cette variabilité, en fait, ça, c'est pas là pour rien. Ça nous permet de nous adapter à notre environnement. On le verra aussi. Et puis, on essaie de comprendre, d'évaluer l'effet de l'altération de ce sens sur la qualité de vie et le bien-être des personnes touchées. Alors, il y a des enjeux économiques. Et là, donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a des innovations qui sont nécessaires à plusieurs niveaux. Par exemple, mesurer l'émotion induite par une odeur. Ça, c'est le Graal de beaucoup d'industriels. Parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui vont développer des, je sais pas moi, un nouveau yaourt ou un nouveau parfum ou je sais pas moi, une voiture avec une odeur à l'intérieur. Et ils veulent savoir si ça va plaire ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un domaine qui est on va dire, valorisant du point de vue économique et sociétal. Il y a aussi l'enjeu de la technique de diffusion des odeurs. Alors, vous avez un téléphone, hein, donc vous entendez avec, donc vous entendez la voix d'une personne qui est à l'autre bout de la planète. Vous voyez la personne, mais vous ne sentez pas son odeur. Donc en fait, la digitalisation ou la transmission à distance des odeurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à un très faible niveau de maturité technologique. Et donc ça, c'est des choses qui nous intéressent aussi. Un autre enjeu qui est sociétal et qui touche à la santé, c'est les outils diagnostiques et de récupération de l'odorat. Et puis, je vous parlerai à la fin d'un projet qui est un peu futuriste, qui combine olfaction naturelle et artificielle pour tenter de développer des techniques qui n'existent pas aujourd'hui pour soigner l'odorat, et notamment une preuve de concept pour une prothèse olfactive. Donc, je vous parlerai de ça aussi. Alors, l'odorat, c'est un sens chimique. Je regarde le temps. J'ai commencé à 35, hein, donc l'odorat, c'est un sens chimique. Alors pourquoi on dit sens chimique? Parce que tout débute avec une molécule chimique. Et tout commence en fait dans l'environnement. Vous allez avoir des objets, ce sont des lieux, des animaux, des personnes, des aliments. Et ces objets, en fait, ils diffusent des molécules odorantes qui vont entrer dans la cavité nasale. Et tout en haut de la cavité nasale, on a cette petite tache rose qui est la zone de l'odorat. On appelle ça, c'est un mot un peu barbare, on dit épithélium olfactif. Excusez-moi pour les profs d'SVT, je sais que vous savez, ou d'autres. Mais donc ça, c'est une zone qui est vraiment dédiée à l'odorat, alors que le reste de la cavité nasale, ben, c'est en lien avec la respiration. Hein. Donc, si on fait un zoom sur cette zone, on va constater qu'ici, en fait, ça, c'est un os de la base du crâne que vous voyez là, qui s'appelle l'ethmoïde. Donc, c'est un os qui est particulier, il a des tout petits trous. Et c'est grâce à lui que le système nerveux, le système olfactif périphérique communique avec le système olfactif qui est dans la boîte crânienne. Je vais vous expliquer comment. Donc ici, sur cet épithélium olfactif, vous avez 3 catégories de cellules. Les cellules de soutien, on va partir des neurones. Les neurones, ce sont les cellules colorées ici qui sont bipolaires.
une partie périphérique qu'on appelle la dendrite et une partie centrale qu'on appelle l'axone. Sur cette partie périphérique, la dendrite, on a des cils et sur ces cils, on va trouver les récepteurs olfactifs. Je vous les montre dans le slide d'après. Donc, quand la molécule odorante s'accroche au récepteur, l'information chimique, elle est transformée en information électrique à travers l'axone qui l'envoie à cette structure qui est là, qui s'appelle le bulbe olfactif. Alors, les neurones, ils ont besoin de deux types de cellules pour fonctionner. Ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. Alors, les cellules de soutien qui vont les soutenir, qui vont garantir un bon fonctionnement, et puis les cellules basales, ici en noir, qui vont être des cellules un peu comme des cellules souches. Et là, tenez-vous bien, c'est des cellules souches, c'est comme des cellules souches, mais elles vont se différencier et elles vont permettre un renouvellement des neurones. Donc les neurones olfactifs sont des neurones qui se renouvellent. On dit qu'il y a de la neurogénèse. Je vous dis, tenez-vous bien, parce qu'on a appris depuis le lycée qu'on avait un stock de neurones et quand on le perdait, c'était fini, quoi. Eh ben, pas de partout dans le cerveau. Pas au niveau du système olfactif et puis pas au niveau de certaines cellules impliquées, certaines régions impliquées dans la mémoire, comme l'hippocampe. Donc là, j'ai à peu près tout dit sur cette structure. Peut-être une chose, j'ai dit que l'odorat, c'était un sens chimique. Il fait partie de la famille des sens chimiques. Parce que les sens chimiques, on en a trois. On a l'odorat, on a le goût, qui nous permet, plutôt la gustation, qui nous permet de détecter l'acide, le sucré, le salé, l'amer, et puis une saveur qu'on n'arrive pas trop à qualifier en Occident, mais en Asie du Sud-Est, ils n'ont aucun problème à dire umami. Pour eux, c'est la cinquième saveur. Et c'est un peu, on va dire, c'est le goût que procurent des bouillons de poisson ou de viande. C'est la molécule de glutamate qui va être responsable de cette sensation. Voilà. Alors, je vous ai mis ici la voie orthonasale. C'est la voie à travers laquelle les molécules odorantes passent dans les narines et stimulent le système olfactif. Et il y a la voie rétronasale. Vous avez un aliment en bouche. Donc, l'aliment, il peut diffuser des molécules qui vont entrer dans la cavité nasale, mais il y a certaines molécules qui vont rester dans la bouche. Et comme elles sont très légères, très volatiles, elles vont remonter à l'arrière du palais et aller stimuler l'odorat par ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc, olfaction, gustation, et puis il y a ce truc-là, trigéminal. On va partir d'un exemple. Si je vous donne un bonbon à la menthe à manger, quelles sont les sensations que vous pouvez me décrire une fois qu'il est en bouche? Donc, s'il est sucré, il y a du sucré. Donc ça, c'est le système gustatif. Il y a l'odeur de menthe, c'est l'odorat. Et puis, il y a la fraîcheur. Alors, c'est quoi, odorat ou gustation? Eh bien, c'est le sens trigéminal. Ce n'est pas la gustation, la fraîcheur. Le système trigéminal, c'est ce que vous voyez ici en jaune. C'est un système... Alors, tous les sens, ils dépendent d'un nerf crânien. Donc, le nerf olfactif, c'est le premier nerf crânien. Vous avez des numéros comme ça. Et puis, le système trigéminal, c'est le cinquième nerf crânien. Il a une particularité, ce nerf, il est moteur et sensitif. Ça veut dire qu'il est impliqué dans certaines actions motrices, notamment dans les muscles de la mastication. Mais il est également sensitif parce qu'il peut réceptionner de l'information depuis l'environnement et vous procurer certaines sensations. Là, vous voyez les différentes fibres. Alors, il a un nom un peu barbare, un trijumeau, trigéminal. C'est 3 jumeaux. Il y en a un à droite, un à gauche. Et puis, chaque branche, en fait, a 3 branches. Une mandibulaire ou dans la bouche,
une maxillaire ou nasale et puis une ophtalmique. Et puis à l'extrémité de ces branches ici, vous avez plein de petits récepteurs qui vont être sensibles au froid par exemple, mais aussi au chaud. Quand vous avez un piment en bouche et que ça vous fait cette sensation, c'est le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, il va être impliqué dans chaud, froid. Et en fait, il est là pour quoi? Il est là pour vous défendre. Il est là pour vous défendre, il est là pour détecter s'il y a quelque chose de très froid. Ça peut être mauvais pour votre organisme ou extrêmement chaud. Pareil. Et puis nous, au fur et à mesure, on l'apprivoise ça. On l'apprivoise. On va comprendre qu'en mangeant un piment, on n'est pas mort. Donc on va en consommer. Voilà, pour ceux qui aiment. Il ne fait pas que ça. Il fait aussi une dimension picotement, irritation, douleur. Qui se souvient la première fois que vous avez goûté de la moutarde? Moi, je m'en souviens à peu près. C'était dégueulasse, hein. C'était pas bon. Mais au fur et à mesure, avec les frites, voilà. Et puis, j'ai compris que ça allait pas me tuer. Et donc maintenant, je ne peux pas manger mes frites sans moutarde. Voilà. Et dans la moutarde, il y a une molécule qui stimule ce nerf trijumeau. Voilà. Les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, quand vous buvez une boisson gazeuse, c'est l'été, puis vous buvez assez vite. Ça peut piquer dans la bouche, ça peut piquer le nez, puis des fois, ça peut faire pleurer même. C'est toutes les branches du nerf trijumeau qui sont recrutées. C'est pareil quand on coupe les oignons, mais je vous le garde pour les questions à la fin. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un neurone? Je vous ai dit le neurone, dendrite, axone, et puis les cils. Sur les cils, voilà un cil. Les petits triangles, ce sont des molécules odorantes. Et ces molécules odorantes vont venir s'accrocher sur des récepteurs. Ici, je l'ai illustré en gris. Et le récepteur, et c'est là que ça devient super intéressant, c'est que c'est une protéine. Et là, vous allez me dire, mais oui, protéine, génome. Ça veut dire que tous ces récepteurs qu'on a, on en a environ 300 à 400 différents chez l'homme. Hein. Donc chacun est dupliqué des centaines de milliers de fois ou des millions de fois. Eh bien, ces récepteurs qui sont là, ils dépendent d'un gène dans nos chromosomes. Ça veut dire que l'odorat, en fait, il est inscrit dans notre génome. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Le génome que vous voyez là, 3 à 5%, c'est des gènes olfactifs. C'est de loin, sans doute avec la famille des gènes liés à l'immunité. Hein, vous vous rendez compte, hein, l'odorat avec l'immunité. La première famille de gènes dans le génome. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, quand vous avez une molécule odorante, elle est capable d'activer un récepteur parfois 2, parfois 20, parfois 100. Ça dépend des molécules, et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas prédire. Donc, vous voyez, le chantier, il est encore assez grand. Et puis, je vous le mets dans votre tête, je vous montrerai un exemple après. Ce récepteur, c'est une protéine, mais peut-être qu'on n'a pas exactement le même gène, puisque un gène, c'est 2 allèles. On a l'allèle du papa et l'allèle de la maman. Si le papa nous a donné A et la maman nous a donné A, donc on est AA. Mais si la maman avait G, donc on est AG. Et si le papa avait G, donc on est GG. En fonction de la version du gène qu'on a, parfois, pas toujours, mais parfois, la protéine, elle est un tout petit peu différente. Et donc, quand la molécule va venir s'accrocher dessus, c'est comme une clé et une serrure. Si vous modifiez un tout petit peu la serrure ou la clé, ça n'ouvre plus. Et donc, du coup, en fonction de votre génome, vous n'allez peut-être pas exprimer exactement les mêmes récepteurs. Et donc, quand vous sentez des odeurs, des molécules odorantes, l'odeur qu'il y a dans votre cerveau, c'est sans doute pas la même d'une personne à une autre. Après, la culture et le langage font que, on va dire, oui, c'est une odeur de rose, c'est une odeur de framboise, mais la perception en elle-même d'un individu à un autre, elle est sans doute différente. Quelques travaux maintenant qu'on mène dans notre équipe.
Tout à l'heure, je vous parlais de la relation entre la chimie et la perception. On a mené une grande étude pour essayer de prédire plein de qualités olfactives. Et là, je vous ai montré l'odeur de jasmin, avec toutes ces molécules en fait, qui induisent une odeur de jasmin. Et on a essayé de comprendre dans ces molécules, mais c'est quoi qui faisait que ça faisait du jasmin. Et donc, avec des collègues informaticiens au laboratoire l'IRIS à l'université Lyon 1, on a pu, comme ça, pour plein de qualités olfactives, générer des règles qui permettent de dire si la molécule comporte ça, 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 ça et ça, alors ce sera une odeur de jasmin. Alors ensuite, on s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau. Donc dans le cerveau, l'odeur, une fois qu'elle est générée à partir du bulbe olfactif, l'information, en fait, elle est transmise à plein de structures. Le cortex piriforme que vous voyez là, l'amygdale, j'en ai parlé tout à l'heure, le cortex entorhinal et l'hippocampe qui sont des régions impliquées dans la mémoire, le tubercule olfactif qui, lui, est une structure également impliquée dans ce qu'on appelle le système de récompense, que vous connaissez sans doute, on pourra en parler après, et le cortex orbitofrontal, c'est le cortex frontal, mais au-dessus des yeux. C'est pour ça qu'on dit orbitofrontal. Et lui, il est également très impliqué en olfaction. Alors, on a fait quelques études pour comprendre dans le bulbe qu'est-ce qui se passe. C'est hyper dur. Le bulbe, c'est une toute petite structure qui fait 5 mm ou 4 mm de diamètre. Et on arrive, nos travaux, là, ils ont montré pour la première fois que c'était possible de montrer des activations fonctionnelles dans le bulbe, mais la technique fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le bulbe en analysant avec une résolution spatiale encore plus petite pour comprendre si ça traite l'agréable, le désagréable, les odeurs familières ou pas, etc. Par contre, on a fait ça dans d'autres régions, comme le cortex piriforme antérieur, postérieur, l'amygdale, le cortex orbitofrontal, et on a montré qu'il y avait des zones qui traitaient plutôt les traits chimiques des odeurs, des molécules odorantes, et puis des régions qui traitaient plutôt les aspects perceptifs, l'hédonique, la familiarité. Et c'est ce qu'on a observé ici. Par exemple, le cortex piriforme, lui, c'est la première région qui reçoit de l'information depuis le bulbe olfactif. Lui, il va vous dire si c'est agréable ou pas. Et puis, ce caractère agréable ou pas, il va même se prolonger dans d'autres régions qui ne sont pas impliquées en olfaction, mais plutôt dans les traitements émotionnels, comme le gyrus singulaire. On a également essayé de creuser la question de l'implication du système de récompense dans la perception des odeurs. Le système de récompense, je vous rappelle, c'est le système qui est impliqué, par exemple, dans toutes les actions en lien avec la motivation forte, comme l'excès au jeu, au casino, les addictions à toute substance interdite ou pas. Voilà. Et en fait, on a montré qu'il y a certaines odeurs qui étaient qualifiées d'attractives, eh bien, elles activaient ce système de récompense. Alors, maintenant, cette dimension hédonique, en fait, elle n'est pas stable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande variabilité chez un même individu en fonction d'un certain nombre de facteurs, mais également entre les individus. Et là, je vous ai fait un résumé des différents facteurs de variation de l'odorat. On peut citer par exemple la gestation au premier trimestre de grossesse. Généralement, ce n'est pas chez tout le monde, la femme enceinte va trouver les odeurs beaucoup plus intenses. Et cette augmentation d'intensité va être associée à quelque chose, une sensation plutôt déplaisante. Et on s'est interrogé sur la raison de cela. Eh bien, pendant les 3 premiers mois de grossesse, en fait, il faut protéger le fœtus, et d'abord l'embryon et ensuite le fœtus. Et c'est vraiment une phase critique où faut que la maman ne consomme pas certains aliments. Je ne parle pas des aliments avariés, mais peut-être même déjà les aliments qui ne sont pas beaucoup cuits, des choses. Voilà, il faut faire attention. Et en fait, le système olfactif, il ne peut pas détecter, il ne peut pas baisser son seuil que pour une molécule donnée, quoi. Donc lui, il baisse tout. Et comme il baisse tout, ça a des répercussions sur toute votre perception olfactive.
généralement, au 2e et au 3e trimestre de grossesse, ça revient à la normale. Alors, on verra tout à l'heure l'état hormonal, je vous donnerai un exemple. Le genre, le développement, le vieillissement, il y a aussi des études qui montrent des effets sur la perception hédonique, émotionnelle, certaines pathologies, les variations génétiques, je vous donnerai un exemple, la culture aussi, l'apprentissage et l'expertise, le langage, et puis tout notre environnement chimique qui peut influencer notre perception hédonique des odeurs. Alors on va commencer par ce truc-là, que j'ai nommé connaissance sémantique. Alors qu'est-ce que c'est? On va partir d'un exemple, et vous allez comprendre. Ça, c'est l'odeur de trans-2-hexénylacétate. Vous allez dans un supermarché ou au marché, vous achetez une banane, mais pas mûre, verte, et vous grattez la peau. C'est cette odeur. Donc c'est cette molécule, en fait, quand vous grattez la peau, que vous avez sous le nez. Cette molécule, on l'a présentée à 2 groupes de sujets. Un groupe où on leur a demandé de dire, le groupe contrôle, hein, tiens, dis-moi si c'est bon. Donc ils évaluent, c'est plutôt bon. Hein, sur une échelle de 1 à 9, c'est 6. Et puis, deuxième coup, je te représente l'odeur, dis-moi si c'est bon. Ouais, c'est plutôt bon. Alors, il y a une petite baisse, mais c'est pas, statistiquement, ça ne veut rien dire. Maintenant, le groupe test. Alors là, on présente comme dans le groupe contrôle, et puis c'est à peu près les mêmes évaluations. Et là, la deuxième fois, on dit, tiens, ça sent de la banane. Et puis, ils ont l'information, ils ont la catégorie, c'est bon. Et donc, le jugement hédonique, il est modifié. On a également montré, avec des études d'IRM, que l'impact de ce label, de cette connaissance sémantique, en fait, influençait le traitement de l'odeur au niveau du cortex orbitofrontal. C'est la région associative, c'est-à-dire qu'elle associe des événements olfactifs avec des événements non olfactifs. Donc, elle associe l'odeur avec le label. Et c'est là que tout se joue sur ces modulations en lien avec le langage. Alors, toujours avec le langage, mais l'expertise, on a fait sentir une vingtaine de molécules à différentes catégories de personnes qui différaient dans leur expertise olfactive. Il y avait des parfumeurs, des aromaticiens, des élèves cuisiniers, des novices. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a vraiment un gradient en termes hédoniques où les novices, ils parlent beaucoup de la dimension hédonique. Et puis plus on va vers les parfumeurs, moins on en parle. Par contre, les parfumeurs, ils parlent beaucoup de tout ce qui est chimique. Ils parlent des qualités olfactives, ils parlent des sources odorantes. Tiens, ça c'est intéressant, la source. En réalité, il n'y a pas de nom d'odeur. Vous connaissez des noms d'odeur? On dit odeur de rose. Donc, on fait référence à la source qui est la rose. Odeur de voiture, odeur de... Voilà. Donc, les novices, ils utilisent beaucoup ce mode de communication, mais les parfumeurs, ils ont aussi une connaissance. Je vais passer rapidement là-dessus. C'est juste pour vous dire qu'il est possible d'induire une expertise en 3 jours. On l'a fait. On a pris des gens. On leur a fait apprendre des noms d'odeurs. Et ils ont appris les noms d'odeurs. Et puis, on voit que dans leur cerveau, il se passe des choses intéressantes dans des régions associatives également. Ça, c'est la molécule de méthylsalicylate. C'est une molécule qui est utilisée différemment en fonction des pays. Par exemple, si on prend 2 pays qui parlent à peu près la même langue, même la même langue, la France et puis le Canada et la province de Québec en particulier, eh bien, en France, on utilise cette molécule plutôt dans les produits médicinaux, dans les baumes pour le corps, alors qu'au Canada, on la met dans les bonbons et les sodas. Et là, on voit clairement des grandes différences entre la familiarité, par exemple. En gris, c'est au Canada, et en sombre, ici, c'est en France. Donc, beaucoup plus familier, beaucoup plus agréable, beaucoup plus comestible aussi. Donc, l'usage qu'on va faire va modifier en fait la perception qu'on va avoir de l'odeur. Un bel exemple d'influence de la génétique. Alors, la génétique, là vous avez une molécule qui s'appelle la bétaïonone. Si vous sentez des violettes, ça va sentir ça. C'est principalement la bétaïonone qui est responsable de l'odeur de violette. Et cette bétaïonone, eh bien, on connaît son récepteur. On le connaît.
Et ce récepteur, comme je vous l'ai dit, eh bien, il fait partie des récepteurs qu'on dit polymorphiques. Ils ont plusieurs formes. Là, on peut avoir un génotype AA, donc papa A, maman A, un génotype AG ou GG. Et ça, c'est simplement la capacité des gens à détecter cette molécule. Quand on est AA, on est quasiment hyposmique ou anosmique. On ne sent quasiment pas l'odeur, ou très faible. Quand on est AG ou GG, on va la sentir normalement. Et puis, ça a des répercussions également sur les descriptions, sur les... Ça, c'est une molécule, mais on appelle ça une anosmie spécifique, mais des anosmies comme ça, il en existe des centaines, hein, des milliers. On a tous des anosmies spécifiques. Et c'est ce qui caractérise notre odorat, en fait. On va avoir, d'une personne à une autre, des gens qui ont les mêmes anosmies spécifiques, mais aussi des différentes. Ça, c'est une molécule acide qui est présente dans la sueur humaine. Et on a fait des études en la présentant à des femmes enceintes. Elle est plus présente chez les hommes que chez les femmes, cette molécule. Eh bien, pendant la phase fertile, on l'aperçoit comme étant plus intense. Voilà. Alors que d'autres molécules, on ne voit pas de différence entre des femmes qui sont dans la phase fertile et des femmes qui ne sont pas dans la phase fertile. Voilà, donc là, je vais passer maintenant à la partie un peu sur les innovations. Il me reste 5 minutes. Juste pour vous dire qu'il y a pas mal de travaux qu'on a menés dans notre équipe qui ont également été menés pour développer des méthodes avec, même par exemple dans l'industrie du bien-être, hein, avec l'Institut Paul Bocuse, des associations comme Un Pas en Avant ou Broccoli Factory qui travaillent avec des enfants autistes. Et là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est eh bien, développer des plats que les enfants autistes ou les patients avec cancer vont consommer, mais en les calibrant à leur propre perception. Comme si, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la femme enceinte qui trouve tout trop intense. On va essayer de trouver une intensité des arômes qui va faire qu'elle ne va pas le trouver intense et donc elle va consommer. Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. Et puis, on a également des travaux en lien avec l'industrie de l'environnement, des arômes. Donc je vais passer très rapidement là-dessus. Ça, simplement pour vous montrer, tout à l'heure, je vous parlais des... donc, on a mis en place pas mal de méthodes dans l'équipe qui permettent de mesurer de manière indirecte la réponse émotionnelle aux odeurs. Et par exemple, ici, on a mis en place... voilà, les gens sont dans une pièce, et puis il y a une odeur quelque part, et ce qu'on essaie de voir, c'est combien de temps ils vont passer dans le compartiment où il y a l'odeur. Et il y a des théories en psychologie qui montrent que quand on passe plus de temps quelque part, c'est qu'on l'apprécie. Donc c'est une mesure indirecte. Et là, vous voyez, le compartiment odorisé, en fait, il était à droite, il était là. Voilà. Ça, c'est une autre méthode où on ne va pas simplement demander aux gens s'ils aiment ou pas, mais on va analyser les mouvements qu'ils vont faire quand ils vont apporter le flacon vers leur nez et le reculer, si c'est pas bon. Et donc tout ça, ça nous permet d'également quantifier cette perception hédonique. Et puis il y a le flairage également. On peut mesurer ce qui se passe dans le nez, la vitesse d'inspiration. Je vais prendre un exemple. Si je vous présente une odeur d'œuf pourri, vous allez faire ça. Si je vous présente une odeur de fraise et que vous aimez la fraise, vous allez faire... Donc en fait, votre inspiration, ce n'est pas la même. Et ça, on peut le mesurer. Voilà, ça c'est une technique qui permet de diffuser des odeurs automatiquement, des molécules odorantes automatiquement. Et donc on peut même les diffuser à distance. Hein. On a des dispositifs qui sont plus petits. Et puis je terminerai avec ça. J'ai encore 2-3 minutes. C'est les pertes olfactives. Je vais quand même les définir. Donc l'anormosmie, c'est l'état normal. L'anosmie, c'est la perte totale d'odorat. L'hyposmie, c'est une perte partielle. Hyperosmie, c'est très rare, c'est avoir un odorat exacerbé. Parosmie, c'est je sens une fleur et je vais dire ça sent la cacahuète.
Donc j'ai changé la qualité. Et phantosmie, ben, j'ai une odeur fantôme. Voilà. Les causes, ça peut être en lien avec une infection virale, comme le Covid, sino-nasale, quand on a des polypes, par exemple, post-traumatique, hein, on a fait une chute ou on a un trauma crânien. Congénital, ben, dès la naissance, on n'a pas d'odorat. Idiopathique, c'est un peu la case, on ne sait pas, donc on met tout ce qu'on ne sait pas là-dedans. La prévalence, je vous en parlerai, mais 20% de la population mondiale a un problème olfactif. La grande majorité, ce sont des hyposmies, mais on a entre 1 et 5% de la population mondiale qui souffre d'anosmie, en fait, qui n'a plus d'odorat. Très souvent, c'est lié à l'âge, mais pas que. Il y a un effet sur la qualité de vie. Plus l'anosmie va être présente, hein, va durer, et plus vous allez développer ce qu'on appelle des phantosmies, des odeurs fantômes. Sentir la poubelle ou sentir la fumée. Des fois, on sent la rose, mais c'est plutôt rare. Et ça, c'est important à noter, c'est que les patients qui souffrent de perte olfactive sont plus susceptibles d'avoir des accidents domestiques, de présenter un taux de dépression significativement supérieur à la norme, d'avoir des problèmes dans les domaines en lien avec la sécurité, avec l'hygiène aussi, de présenter des problèmes dans leur vie professionnelle pour certains, et bien entendu, il y a une réduction de la richesse de la perception des odeurs. Pour aider les patients, ben nous, on développe des tests diagnostiques sous forme de flacons, par exemple, ou sous forme de cartes à gratter. On développe également des tests d'entraînement olfactif, où la personne elle va s'entraîner. On pourra en parler pendant les questions, je vous donnerai les taux de succès, etc., parce que c'est relativement, enfin, c'est pas 100%, hein, vous vous en doutez. Voilà. Parmi ces tests, on a mené avec le CNRS il y a quelques années une superbe étude. On a fait ces cartes, et puis on les a envoyées à 50 000 personnes en France, grâce au journal, le CNRS. Donc les gens les ont reçus, et on a reçu 10 000 réponses. On en a analysé environ 4 000. Et puis, grâce à ça, on a pu déterminer la prévalence des troubles olfactifs en France. Le 20% que je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette étude, en fait. Hein. C'est principalement cette étude. Et puis là, on voit bien que ça change en fonction de l'âge. Voilà. Je vais terminer ma présentation avec ce projet un peu futuriste. C'est un projet dans lequel on veut développer une preuve de concept d'un implant ou d'une prothèse olfactive. Une preuve de concept. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du projet, ça sera utilisable. C'est vraiment dire, voilà, on a développé des capteurs artificiels et on a développé un stimulateur qui peut stimuler le système olfactif. Quand on connecte les deux et qu'on met une molécule odorante sur les capteurs et qu'on met le stimulateur sur un sujet, ben on est capable de faire détecter une odeur à quelqu'un qui n'a pas d'odorat, ou on est capable de faire la différence entre une odeur A et une odeur B à quelqu'un qui n'a pas d'odorat. Donc c'est là le défi. Pour faire ça, il y a notre laboratoire, bien entendu, à Lyon, mais il y a également le LETI au CEA à Grenoble, qui développe, qui est spécialisé en nanotechnologie. Donc eux, ils nous permettent de développer des nanocapteurs qu'on pourra miniaturiser et positionner de manière discrète. La société, on a également l'EPFL à Lausanne, qui eux développent des micro-stimulateurs qui nous permettent de stimuler le système olfactif. La société Haribal, elle est spécialisée en biotechnologie. Ben, elle peut faire le pont entre la nano, les capteurs, et la microtechnologie, les stimulateurs, et elle va les intégrer. L'école polytechnique de Milan, eux, ils vont faire ce qu'on appelle du design mécanique. C'est-à-dire qu'un zinzin qui fait 1 mètre de large, ils sont capables de le réduire à ça et de le positionner quelque part autour de la tête du sujet. Et puis nos collègues à Dresde et à Salonique, eux, font de la neurochirurgie ou de l'olfaction clinique. Voilà, donc c'est un projet qui a débuté il y a 2 ans et on espère que dans 2 ans, il sera terminé avec la preuve de concept toute prête. Voilà, conclusion, quelques petits messages à retenir. L'odorat, c'est vraiment d'une importance capitale. C'est pas un sens mineur.
Depuis toujours, il nous permet de distinguer au moins deux choses, le danger du plaisir. Et puis, il s'adapte constamment aux changements sociaux, culturels. L'exemple de le changement de préférence en termes de parfum, quand on est passé des notes animales aux notes florales. C'est un sens flexible et plastique qui est sujet à changements intra-individuels au sein et entre les groupes sociaux. Ça, je n'ai pas assez appuyé, mais il peut être super utile à l'étude d'autres fonctions, comme les émotions, la mémoire ou le langage. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces fonctions, qui vont utiliser comme entrée le système olfactif. Et puis, c'est un sens qui ouvre la porte à plein de formes d'innovation dont j'ai parlé, sur la santé, la qualité de vie et d'autres choses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très, très instructive. Du coup, on va passer au temps de questions. Donc, avec ma collègue, on va faire passer un micro. Donc, n'hésitez pas à lever la main et bien attendre d'avoir le micro en main pour parler, puisqu'on enregistre la conférence. Voilà, madame. Bonjour. Moi, je suis olfactothérapeute à Grenoble et justement, on utilise les odeurs pour les thérapies brèves. Et justement, j'aurais aimé tout le côté émotion, tout ça, ça m'a beaucoup intéressée avec ce qui se passe dans le cerveau. Et j'aurais voulu savoir aussi le lien. On travaille beaucoup avec les souvenirs. Où est-ce que ça se passait dans le cerveau et si vous faites des études aussi là-dessus, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de souvenirs dans les séances qui reviennent et c'est toujours un peu surprenant et magique. Voilà. Ouais. Alors, oui, j'allais dire, toute personne qui travaille sur l'odorat travaille à un moment ou à un autre sans le vouloir, ou en ayant un objectif bien précis sur les souvenirs. On est obligé parce que, en fait, effectivement, dans les descriptions, j'ai dit que c'était hédonique, mais il y a également beaucoup de références à des souvenirs qui peuvent être partagés, mais aussi très, très personnels. Tout ça, son origine, j'allais dire, c'est lié au fait que quand on sent une odeur, quand on va la sentir la première fois, par exemple, eh bien, on n'enregistre pas que l'odeur. L'odeur, en fait, c'est quelque chose qui va tout absorber, qui va absorber le contexte. Donc on va enregistrer les lieux, les personnes, ce qu'on faisait. C'est vraiment un stimulus qui va capter le contexte et qui va vous permettre d'avoir une représentation qui va durer dans le temps. Je m'explique avec une étude qui date d'assez longtemps. C'est un psychologue américain qui a présenté des images. C'était des tableaux ou des formes visuelles. Et il les présente à ses sujets, et puis ensuite, il leur représente ces images, mais mélangées avec d'autres, des nouvelles. Et il leur demande de dire si c'était ancien ou nouveau. Quand on fait du visuel, on est quasiment à 100% de bonne reconnaissance. Maintenant, en olfaction, il refait la même chose, mais on n'est plus à 100%. On est à 70%, on va dire. Maintenant, il refait la même manip, une semaine plus tard, avec les mêmes personnes, et il les convoque. Il fait le visuel, et puis les gens, ils ne se souviennent plus, en fait. Ils sont à 50%, c'est le taux de chance. Mais quand on fait l'olfactif, on est à 65%. Donc, si vous voulez, en visuel, on a fait ça, et en olfactif, on a fait ça. Et on dit que la mémoire olfactive, en fait, elle résiste au passage du temps. Voilà. Alors ça, c'est une expérience qui est menée en laboratoire, mais ça explique en partie ces effets du contexte. Et le pourquoi, quand on sent une odeur, on est capable d'aller décrire une situation
qui nous est propre. Et c'est souvent la situation où on a eu soit le premier événement, soit un événement particulièrement émotionnellement saillant. Voilà. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Il se trouve que moi, j'anime des ateliers olfactifs pour les personnes âgées. Je suis aussi olfactothérapeute comme la précédente personne. Et alors, je me pose deux questions. Peut-être que vous pourrez apporter des précisions. Vous avez évoqué que dans l'épithélium olfactif, il y a les cellules basales, qui sont comme des cellules souches, en fait, donc qui régénèrent en permanence l'épithélium olfactif. De ce fait, comment est-ce qu'on peut expliquer une perte d'odorat avec l'âge, puisque a priori, si ces cellules se renouvellent en permanence, il ne devrait pas y avoir de perte d'odorat, même peut-être plus, parce qu'il y a l'expérience qui fait que on emmagasine des mémoires, des souvenirs. Donc ça, c'est ma première question. Et peut-être, y a-t-il un lien aussi avec un autre aspect? J'ai lu plusieurs articles qui évoquaient le fait que de travailler en olfaction permettait peut-être de remédier à des problèmes liés à la maladie d'Alzheimer. Voilà, on dit souvent que pour les gens qui sont atteints d'Alzheimer, un travail olfactif peut les aider à retrouver des souvenirs. Alors moi, j'ai un peu constaté effectivement en personnes âgées en EHPAD, on a des surprises des fois assez étonnantes. Ouais. Donc voilà un peu les questions que je me pose et que je vous pose aussi. D'accord. Alors première question, les effets liés à l'âge. Il y a deux, on va dire deux causes principales. La première, c'est pas forcément en lien avec les cellules. Ça peut être aussi l'assèchement de la muqueuse. Donc là, ça n'a pas grand-chose à voir avec les cellules basales, mais on va avoir une affection qui est antérieure, en fait. Hein. Et puis, la deuxième cause, ça peut être aussi des atrophies au niveau du cerveau. Donc qui peuvent expliquer la baisse d'odorat. Pour votre deuxième question, j'ai senti dans la question une petite affirmation. Vous m'avez glissé un message comme ça. Moi, j'en suis pas certain. Enfin, moi, je crois au témoignage, je crois au fait que des fois, la science, elle peut pas tout attraper. Hein. Nous, on est dans notre laboratoire, on fait des manips et on les fait dans des conditions tellement contrôlées qu'on passe des fois à côté de la vérité. Hein. Il faut le reconnaître. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de nos travaux, maintenant, on essaie de les exporter, de faire des manips sur le terrain. On a pas mal de projets comme ça. Mais il y a l'effet de la stimulation olfactive chez la personne Alzheimer. En fait, l'effet de la stimulation olfactive, elle peut être étudiée chez différentes populations. Donc, il y a les patients Alzheimer, il y a aussi les patients cérébrolésés. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés là-dessus. Mais l'impact ne sera pas forcément le même. Par exemple, chez les Alzheimer, de ce que j'ai compris, de ce que font mes collègues, moi je ne le fais pas. J'ai fait des travaux chez l'Alzheimer, mais c'est plutôt en termes de diagnostic, d'essayer de comprendre où est le problème olfactif, etc. Chez les Alzheimer, la stimulation continue et répétée, elle a vocation à induire une espèce de bien-être. Voilà, donc c'est vraiment toucher à l'émotion et leur procurer un petit moment où ils peuvent soit penser à autre chose, soit ils peuvent avoir une sensation hédonique qu'ils n'ont pas avec d'autres stimulations. Chez le cérébrolésé, c'est différent. Parce que chez les cérébrolésés, chez une personne qui a eu un accident de la route et qui a une grosse lésion, et là, c'est une manière d'accéder à des souvenirs, justement, qui vont permettre de le faire parler. Et donc d'entamer tout le travail de rééducation et de plasticité du cerveau. Voilà. Je pense qu'il y a une petite différence entre les deux, et je pense que pour les Alzheimer, on est plus dans le bien-être, dans un
un épisode dans la journée. Voilà. Même si sur le long terme, forcément, je pense qu'il peut y avoir des effets, mais qui sont difficilement objectivables aujourd'hui. Alors, attendez, alors, vous êtes 3 à lever la main en même temps. Bonsoir. Bonsoir. On a eu quelques visuels de l'intérieur de notre crâne. À aucun moment vous avez mis en évidence des choses qui pourraient toucher l'hypophyse et l'épiphyse. Donc je voudrais savoir si dans vos recherches, à un moment ou à un autre, dans les réactions olfactives, ouais. Je suis également olfactothérapeute, donc je m'intéresse à ceci. Voilà. Il peut y avoir un lien avec ces glandes particulières qu'on a dans le cerveau. Ouais. C'est très petit comme structure. C'est vraiment difficile à étudier. Ce qu'on a pu étudier, c'est une autre structure qui est l'hypothalamus, donc en lien avec la régulation hormonale, où il y a des travaux mais qui sont quand même un peu critiqués. Hein. Mais bon, faut les citer parce que c'est publié, qui montrent que c'est une structure du cerveau qui va répondre à des stimulations chimiques émises par un individu, mais du sexe opposé. Donc là, vous me voyez venir, c'est toute la thématique sur les possibles phéromones humaines, etc. Donc c'est pour moi la seule catégorie d'études où je vois une allusion à ces structures qui sont impliquées dans la régulation endocrine. Ouais. Ouais, c'est très gentil. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez montré tout à l'heure, au niveau d'une étude, que la région du cerveau était stimulée quand vous aviez des petites fioles en fait, de parfum à proposer à vos patients ou aux personnes. Et donc, je voulais savoir par rapport à ça, si le fait que les gens soient anosmiques, si toutefois on avait une séance régulière pour sentir ces parfums, est-ce que ça pourrait nous permettre de développer finalement notre odorat et de passer de anosmique à hyposmique? Ouais. Merci. Ouais. Eh bien, ça c'est la base de ce que vous avez, on va dire, entendu, vu sur Internet pendant toute la crise Covid. Hein, c'est la base de l'entraînement olfactif. Il y a eu beaucoup de choses dites où, franchement, il faut faire un tout petit peu attention parce que des fois, quand on lit des choses, on pense qu'on va guérir. On va, alors que c'est pas vrai. C'est pas 100% des gens qui peuvent récupérer. Donc, cette exposition régulière aux odeurs, on sait, par exemple, chez les personnes qui ont perdu l'odorat à la suite d'une infection virale, si vous faites rien du tout, vous attendez. Vous avez 30% de chances de récupérer. Ça, c'est sur les anosmies qui ont duré. Hein. Voilà, quelqu'un qui a une anosmie durable, je ne sais pas moi, 6 mois, 1 an, s'il attend, dans l'année, il a 30% de chances de récupérer. Mais si il n'attend pas, mais il fait un entraînement, tous les jours, il sent des odeurs pendant 3 mois, il a 60% de chances de récupérer. Donc en fait, ça double ses chances. Mais ce n'est pas à 100%. Et vous avez même des étiologies, par exemple, les causes post-traumatiques à la suite d'un trauma crânien. C'est 10% de chance la récupération spontanée, et quand on fait de l'entraînement, c'est 30%. Donc ça triple les chances, c'est que 30%. Mais ça vaut le coup d'essayer, parce que c'est une technique qui n'est pas invasive, qui est... Voilà, quoi. Et par rapport aux régions cérébrales, il y a des études qui ont montré effectivement que
à force de s'entraîner, on va réactiver certaines régions qui ne l'étaient pas avant. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne suis pas du tout dans le domaine olfactif. Donc, je voulais savoir si on pouvait parler d'intensité d'une odeur. En fait, je vais prendre un exemple. Si vous faites sentir à 2 personnes un petit flacon qui sent la rose, ils vont reconnaître la rose tous les 2. Et par contre, vous mettez une de ces personnes dans une pièce où il y a eu une rose, elle va rentrer dans la pièce, va dire ça sent la rose. Et l'autre personne, il va falloir qu'il y ait un gros bouquet de 50 roses pour qu'elle dise ça sent la rose. C'est ce que j'appellerais l'intensité. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas? Oui, ça existe. Oui. Ça existe. Et ça s'explique par, enfin, je sais pas, par les molécules qui n'ont pas été attrapées par les petits récepteurs ou par peu de récepteurs avant que ça monte à la base. Ouais. Eh bien, alors, ça existe. En fait, si je faisais un test de seuil ici, j'aurais quasiment toute la gamme. Mais toute la gamme, toute la distribution. C'est très rare d'avoir 50 personnes qui ont exactement le même seuil. C'est pas possible même. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Il peut y avoir si on a une cavité nasale plus ou moins humide, l'anatomie de notre nez, enfin il y a pas mal de choses qui entrent en jeu, et puis peut-être aussi les récepteurs, sans doute. C'est multifactoriel, ce n'est pas qu'une seule chose qui peut expliquer ça, mais ça existe, oui. Oui. On peut, et cette notion de seuil, elle est reliée à l'intensité perçue. Voilà. Vous allez dire, oh, c'est fort, c'est plutôt faible. Et pourtant, c'est la même chose qu'on est en train de sentir. J'ai juste une autre petite question. Pendant le Covid, on a parlé de perte d'odorat. Et ces personnes-là ont souvent perdu l'odorat et le goût. Ouais. Donc, c'est lié au passage jaune là, du trigéminal. Ouais. Non, c'est pas le trigéminal. En fait, non. Tout à l'heure, j'ai dit l'essence chimique, il y en a 3. Il y a la gustation, tout le monde connaît. L'odorat, tout le monde connaît. Puis le trigéminal, c'est un des sens cachés. On dit tous qu'il y a 5 sens, mais il n'y en a pas 5. Il y en a, je sais pas moi, 8, 9, 10. Hein. Et parmi ces 8, 9, 10, il y a le sens trigéminal. Voilà. Non, alors, en fait, ce qui a été montré, c'est que le virus, pour se multiplier, donc vous connaissez l'histoire, il a besoin de nos cellules. Il doit rentrer dans les cellules, mais il peut rentrer dans les cellules qui ont un récepteur donné, qui s'appelle ACE2. Et certaines cellules du système olfactif, notamment les cellules basales et les cellules de soutien, mais pas les neurones, ont ce récepteur. Donc, le virus y rentre, il dézingue tout. Et il y a des cellules du système gustatif qui l'ont aussi. Voilà. Et on peut perdre l'odorat et pas le goût, perdre le goût, pas l'odorat, ne pas perdre les deux et perdre les deux. Voilà. Je crois qu'il y a 80% des gens qui perdent l'odorat, ils perdent aussi le goût. Donc il y a quand même un... Ouais. On a parlé de l'oignon tout à l'heure et je me pose la question, en fait, quand on coupe un oignon, si on respire par la bouche, on ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe Ou est-ce qu'il y a une coupure, puisqu'on a vu sur le schéma tout à l'heure que tout était relié? En fait, je ne savais pas si on respirait par la bouche, mais ça prend du sens. Parce qu'en fait, sur le schéma que vous avez vu tout à l'heure, il y avait une branche dans la bouche, dans le nez, et une au niveau des yeux. Et au niveau des yeux, en fait, c'est carrément sur la cornée. Hein. En fait, c'est là pour protéger votre cornée de choses qui pourraient être toxiques. Et je crois que les molécules, quand vous coupez les oignons, les molécules qui se dégagent au contact de la muqueuse là, de la cornée, eh bien, ça fait de l'acide sulfurique, je crois. Il y a un atome de soufre, en fait, dans ces molécules. Et le soufre, c'est pas bon. Le soufre, c'est pour ça que ça sent pas bon. Ça sent pas bon, c'est pour nous avertir qu'il ne faut pas l'inhaler. L'odeur de boule puante, elle est là pour vous dire, mais n'inhale pas ce truc, parce que si tu continues, ça va remplacer l'oxygène, et puis tu peux mourir. Et là, au niveau de la branche ophtalmique du nerf trijumeau, eh bien, ce qui va se passer, c'est que
Le nerf trijumeau, il va être stimulé par ces molécules. Il va envoyer un signal aux glandes lacrymales, je crois, qui vont produire des larmes pour diluer le produit. Donc, c'est une conf sur les émotions, mais vous pleurez pas parce que vous êtes triste. Hein. On pleure... voilà. Ben, si vous respirez par la bouche, est-ce que vous fermez les yeux? Ben, je ne sais pas alors. Pour moi, si vous, le problème, il est si vous avez les yeux ouverts ou fermés. Ouais. D'accord. Bon, ben, je vais le noter dans ma... Moi, après ma conf le soir, je note à chaque fois ce qu'on me dit. Ça peut faire des manips nouvelles. C'est les lentilles de contact, ouais. Ouais. Eh ben voilà. Voilà. J'ai une question. Et j'ai le micro. Oui. Alors du coup, moi, je suis pas du tout dans le domaine non plus. Et par ailleurs, pas le domaine scientifique non plus. Donc ma question va peut-être être un peu naïve. Et j'aurais peut-être loupé des trucs dans votre explication aussi. Donc merci d'être indulgent. Donc moi, j'ai eu le Covid il y a 3 ans. J'ai eu une anosmie pendant le Covid, et puis perte de goût et d'odorat. Et depuis, je suis parosmique. Donc j'ai fait une rééducation aussi. J'ai récupéré une partie des goûts, mais pas tous. Et donc ça, c'est dû à des récepteurs qui ne sont pas encore revenus, par exemple les agrumes, les oignons, et plus embêtant, le vin rouge. Mais, et du coup, je voulais savoir, ça, je n'ai pas complètement compris comment et pourquoi, en fait, je n'avais pas récupéré certaines... En tout cas, je les ai, mais ils sont différents. Voilà. Pour tout vous dire, on ne sait pas vraiment. Non, vraiment. Hein. Non, je préfère être franc avec vous. On n'a pas une vision extrêmement claire de tous les mécanismes qui sont en jeu. Ce qu'on sait, c'est que la perte, elle peut être comment dire, liée. En fait, elle peut toucher différents niveaux du système olfactif. En fonction de ce que ça va toucher, la réorganisation va être différente. Si on a touché que le niveau des récepteurs, voilà, une partie des cellules, la récupération, elle peut être spontanée. Des fois, on ne touche même pas ça parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a une inflammation au niveau du nez. Donc, le nez, en fait, il va se boucher en haut et les molécules ne passent plus. Et du coup, on est anosmique. Et au bout d'une semaine, on récupère parce que l'œdème, il s'en va. Mais des fois, la cause, l'impact, il est un peu différent. Et là, par exemple, sur les causes post-traumatiques, on peut avoir un nerf olfactif qui s'est coupé, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez eu une cause... voilà. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir des repousses anarchiques. Donc les gens récupèrent un peu, mais pas tout. Et pendant cette phase de récupération, notamment dans les pertes post-virales, comme la vôtre, le système, il essaye de récupérer un peu comme il peut. Et puis des fois, il connecte des choses qui ne doivent pas être connectées. Et donc ça crée soit des phantosmies, soit des parosmies, qui peuvent être plus ou moins durables. Voilà. Vous voyez, là, je vous ai dit des choses que vous connaissez déjà, en fait. Hein, vous savez. Et j'ai malheureusement pas d'éléments de connaissances scientifiques à vous transmettre sur les mécanismes. Ouais. Navré. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je crois que vous venez un peu de répondre à mon interrogation. Donc, je souffre d'une anosmie virale depuis 7 ans, c'est-à-dire une grosse grippe qui s'est produite peut-être 2 ans avant le Covid. Donc, j'ai perdu mon odorat, qui était fantastique, j'ai perdu le goût. Et il y a une chose qui me surprend un petit peu, c'est que si les choses n'ont plus le même goût qu'avant. Cependant, il y a des choses que je continue à apprécier. Par exemple, j'apprécie de manger du fromage. Et je suis capable de différencier ce qui est bon
et moins bons. Je peux dire, si on me donne une dizaine de comtés différents les uns des autres, je pense être capable de les classer dans le bon ordre, du meilleur au plus mauvais, ou ça s'inverse. Et ça me surprend. Je me disais, est-ce que c'est pas l'umami qui me permet ça? Vous avez perdu le goût et l'odorat. Et l'odorat. Alors, je vous donne 2 éléments d'information. Souvent, ça ne nous est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a des gens qui viennent au labo et qui nous disent j'ai pas d'odorat, j'en ai pas. Et quand on les teste, il leur en reste un peu. Le niveau de conscience, des fois, c'est très particulier. En fait, c'est pas une anosmie, c'est pas que le zéro total. Il peut y avoir une forme de zéro perçu, mais qui n'est pas un vrai zéro. Donc nous, on a des gens qui ont une capacité olfactive résiduelle. Et la deuxième chose, c'est que les sens chimiques, ils travaillent ensemble. Et vous m'avez parlé d'olfaction et de gustation, mais vous n'avez pas parlé de trigéminal. Et la sensibilité trigéminale, vous l'avez encore? Vous sentez le piquant? Oui. Ouais. Là, je pense. Ouais. C'était Eh bien, pour moi. Heureusement, voilà. J'ai un collègue que vous connaissez peut-être, c'est un écrivain qui s'appelle Michel Dorier. Il a écrit « Je ne peux plus me sentir ». Ouais. Ouais. Eh ben, lui, il me dit moi, j'ai perdu l'odorat, mais j'ai reconstruit ma bibliothèque olfactive avec ce qui me restait. Il lui restait le goût, lui. Donc, il a fait goût, toute la matrice goût, avec la matrice trigéminale. Et il a reconstruit des odeurs comme ça. Et il est devenu cuisinier, je crois. Et je continue à cuisiner. Ouais. Mais je demande si c'est bon ou pas bon. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit qu'il y a à peu près 5% d'anosmiques dans la population, ce qui fait quand même beaucoup, 1 sur 20. Ouais. Donc dans la salle, déjà, je pense qu'on est un certain nombre. Ouais. Et je crois, enfin, moi je suis anosmique, non pas à cause du Covid, mais à cause du travail et des produits chimiques hyper toxiques que j'ai utilisés. Et l'espoir d'une prothèse olfactive, bon, peut-être pas pour moi vu mon âge, mais je pense quand même que ça doit faire rêver plus d'un. Ouais. Aussi, quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait en profiter? Ouais. Alors moi, j'ai vraiment pas envie de faire rêver les gens en donnant de faux espoirs. C'est vraiment un projet... si vous demandez à des collègues du consortium, par exemple mon collègue allemand Thomas Hummel, lui vous dirait dans 2 ans, 3 ans... moi, pour moi, il y a vraiment beaucoup de... comment dire, des verrous technologiques qu'il faut résoudre. On ne sait pas où stimuler dans le cerveau. On ne sait pas comment stimuler dans le cerveau. On ne sait pas si ça peut... pour la partie capteur, on est assez confiant. On arrive vraiment à développer des choses qui permettent de détecter une très grande gamme de molécules odorantes. Mais pour la partie stimulation, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Donc pour passer de la preuve de concept que nous, on va faire... Une preuve de concept, c'est quoi? C'est dire, voilà, j'ai assemblé ça et ça, et j'ai fait ça sur tant d'individus, et les gens arrivent à détecter. Mais détecter, ça ne suffit pas pour une personne qui est anosmique. Il faut plus, il faut lui permettre de faire des différences. Donc ça aussi, on essaie de le faire. Mais après, il faut lui permettre de ressentir des émotions quand il va sentir ces odeurs. Et là, on en est un petit peu loin. Donc je n'ai pas envie de vous donner un nombre d'années, mais voilà, quoi. C'est encore pour dans quelques temps. Voilà. Ouais. Je m'en doutais quand même. Ouais. Merci. On a encore quelques minutes pour prendre une dernière question.
Merci de votre exposé. Merci. Est-ce que le parfumeur a des gènes particuliers ou un cerveau particulier C'est une question qu'on est en train d'aborder. Ça sera un slide de plus dans un an peut-être, parce qu'on va essayer de publier la manip. Les gènes, on a essayé de regarder, c'est trop compliqué. Parce que, en fait, on est obligé de faire, quand on fait de la génétique, on est obligé de trouver une molécule dont on connaît le récepteur. Et puis ensuite, il faut la tester sur des centaines de parfumeurs et des centaines de contrôles. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas 100 parfumeurs. Donc, il faudrait tester toute la population. Voilà. Donc, on l'a fait sur un échantillon réduit. Pour moi, je n'ai pas observé de différence génétique. Voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de vendre dans le papier. Mais j'ai que 20 parfumeurs. Donc, statistiquement, ce n'est pas fort. Il y a des raisons pourquoi ce n'est pas fort. Je vous les ai expliquées. Mais... il y a aussi mon intuition et puis d'autres données que j'ai qui, rassemblées, me laissent penser qu'il n'y a pas de différence génétique. Maintenant, pour le cerveau, ils ont un cerveau particulier, mais qui est lié à leur apprentissage. Il aurait fallu les analyser avant l'apprentissage. Voilà. Donc effectivement, on voit des différences dans l'activité fonctionnelle notamment. C'est-à-dire quand ils sont en train de sentir des odeurs, comment ça s'active, quel réseau. Mais pour moi, je pense que c'est lié à l'entraînement. Ouais. Une toute dernière question. Oui, donc j'ai une nouvelle question à vous poser. Finalement, on s'est rendu compte au cours de l'exposé, et ça c'était déjà connu, qu'il y a un lien très fort entre la mémoire et l'odorat. Et la question qui me vient maintenant, c'est comment vous pouvez expliquer le fait que notre mémoire olfactive, elle soit si faible. Je veux dire par là, vous donnez une languette sur laquelle il y a une odeur, une huile essentielle, sans la représentation visuelle, sans aucun autre support. Et la plupart des gens sont incapables de dire ce que c'est. Ouais, alors, c'est pas de la mémoire, c'est de l'identification olfactive. Oui, par effet de raccourci, on appelle ça mémoire olfactive, mais vous avez raison, c'est l'identification. On est très peu doué pour ça. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? C'est un problème culturel. Si vous allez dans des cultures, il y a des travaux qui ont été menés chez des populations de chasseurs-cueilleurs. Ça existe encore. Des gens qui vont dans la savane et ils vont chasser et ils vont récupérer de quoi manger. Ils ont une communication verbale, olfactive qui est hyper spécifique. Très, très spécifique. Donc c'est vraiment un problème de culture. Voilà. Je sais pas, peut-être psychanalytique ou les odeurs, c'est un tabou, faut pas trop en parler, faut pas machin, faut pas... Il y a aussi tout le problème de l'éducation olfactive et alimentaire. Moi, je crois qu'on aurait tout à gagner en cultivant, en nourrissant nos enfants de termes olfactifs pour décrire les aliments, pour décrire... parce qu'en fait, on développe leur langage, et le langage, c'est un catégorisateur puissant. Ça va permettre de leur procurer des représentations des aliments, des légumes qu'ils n'ont pas, en fait. Et d'éliminer certaines peurs, certaines émotions qui sont liées à... voilà, qui expliquent des refus alimentaires. Donc voilà. Donc je pense, oui, c'est un problème d'éducation, c'est un problème culturel, et il y a des endroits dans le monde où ce problème ne se pose pas. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci à vous pour vos questions. Puis merci à Mustapha pour cette présentation.